Bonsoir, petit mot d'introduction. Je suis Émeric Pigevin, je pense qu'on se connaît. J'encadre donc ces tables rondes au sein de l'UFR Culture et Communication. Les tables rondes, c'est un cycle de 4 tables rondes qu'on fait tous les ans depuis 8 ans maintenant sur des problématiques du moment liées à l'industrie de la musique et qui sont, c'est important de préciser, entièrement organisées par les étudiantes et les étudiants donc, du Master 2 de l'industrie musicale. Voilà, donc moi, mon rôle s'arrête à peu près là. Je remercie évidemment les participants d'être venus, mais je vous laisserai les présenter. Et je vais... oui, non, juste dire de quoi on a parlé. On va parler, donc on a 4 tables rondes. Il y a 2 semaines, on a parlé des enjeux de programmation et de déprogrammation qu'il y avait pu y avoir au sein notamment des festivals. Aujourd'hui, on va parler de merchandising. La semaine prochaine, nous parlerons de la direction artistique dans le hip-hop et la dernière semaine, ce sera l'impact des JO sur l'écosystème musical. Voilà. Sur ce, je vous remercie et je remercie le groupe d'aujourd'hui qui a préparé cette table ronde et qui va l'animer, Anna, Amaya et Thelma. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette table ronde qui, du coup, aura pour thème le merchandising et son impact sur l'économie musicale et la direction artistique des artistes. Avant de présenter les intervenants, je vais juste mettre un peu le contexte de pourquoi on a choisi ce thème-là. Il y a un chiffre qui nous a un peu interpellés, c'est qu'en 2022, les revenus générés par le merchandising s'élèvent à 3,5 milliards de dollars dans le monde, ce qui est quand même pas rien. Et un autre point qui nous a interpellés et duquel on a aussi beaucoup parlé, c'est les diverses formes de merchandising qui peuvent exister, du simple vinyle jusqu'à des trucs un peu plus extrêmes comme des bougies à l'odeur de vagin d'une artiste. Très extrême. Et du coup, c'est ces 2 points qui nous ont amenés à ce sujet. Voilà, je pense que ça suffit pour le contexte. Du coup, je vous présente les 3 intervenants. Donc, Émeric Godlet, qui est chef de projet D2C chez Universal. Bonjour. Alexandre Lefebvre, responsable de la production et de la distribution physique chez Yoyaku. Et Juliette Mombert, directrice de la stratégie digitale et du développement des ventes chez Vagram Stories. En première question, je vais juste vous demander comment vos postes sont liés de près ou de loin au merchandising, histoire de juste placer un petit peu pour tout le monde. Juliette, tu peux commencer aussi. Au niveau du développement des ventes, en fait, l'idée, c'était vraiment de voir comment on peut générer un peu de nouveaux revenus pour les artistes, développer la dimension du merchandising et surtout via ce qu'on appelle le D2C, donc la vente directe, ce dont moi je m'occupe directement. Et comme tu le disais, ça peut aussi bien concerner des produits phono, des vinyles, des CD, des éditions spéciales, etc. Et puis tous les produits dérivés qu'on peut vendre aussi sur ces stores artistes. Donc moi, c'est à ce niveau-là. C'est vraiment le développement des ventes à partir de boutiques officielles qui sont développées par les artistes vers les fans directement. Alors moi, de mon côté, le vinyle, c'est vraiment la partie majeure de mon travail, puisque je m'occupe de la production de vinyle et de la distribution. Donc on accompagne les labels sur cette partie-là. On fait aussi du merchandising sur ce qui est des slipmats, donc des supports un petit peu plus annexes. Mais voilà, vraiment pour moi, le vinyle, c'est la partie principale. C'est pas forcément du merchandising de mon côté. On en discutera peut-être un peu plus après. Donc voilà, partie production et distribution de ces supports. Alors moi, je fais partie intégrante du département merchandising, D2C chez Universal. Et en fait, je suis en charge de différents labels et donc de store artistes. Et donc, je m'occupe de toute la partie réflexion commerciale et design et fabrication lorsque j'accompagne un artiste dans la sortie. sortie d'un album ou alors sur un autre temps fort. Voilà.
coup, la deuxième question va être pour toi, Aymeric, parce que je sais que du coup, tu as été embauché chez Universal récemment et que c'est sur un nouveau service dédié au merchandising et au D2C. Et du coup, je voulais savoir pourquoi, dans quelle optique ça a été pensé ce service-là, pourquoi ça a été mis en commun, les labels ont été mis en commun et pas que ce soit toujours éparpillé, etc. Je sais pas si c'était clair. Ouais, c'est clair. Alors c'est vrai que chez Universal, on a le pôle D2C, il est très récent. Je pense que c'est pour répondre aussi à une problématique actuelle et aux évolutions de l'industrie musicale. En soi, le merchandising, il existe depuis longtemps dans l'industrie musicale, mais c'est vrai que depuis le Covid, on a le sentiment que les artistes cherchent à se rapprocher de leurs fans, à créer du lien, à les fidéliser. Et je pense que dans cette optique, les maisons de disques comme Universal ont cherché à créer des pôles spécialisés et donc ont les différentes compétences, expertises, à savoir un pôle marketing, un pôle de fab, un pôle design, un pôle commercial. Et tout ça dans le but de répondre aux nouveaux enjeux de consommation et répondre aussi aux nouvelles attentes de la part des audiences qui sont de plus en plus demandeuses de produits dérivés, de merch auprès de leurs artistes et demandeuses d'expériences qui sont plus uniques et plus spécifiques. Ok. Du coup, il y a une vraie importance au niveau économique et aussi auprès des communautés de fans. Ouais, complètement. Et pour rebondir sur le côté économique, je voudrais savoir quelle place a le merchandising dans vos stratégies. Est-ce que c'est vraiment une partie importante dans la communication ou des fois c'est un peu moins important? Est-ce que ça dépend des artistes, etc. Et je vais te laisser la parole, Juliette. Eh bien, ça dépend énormément des artistes, en effet. Il n'y a pas du tout un seul genre d'artiste sur lequel on peut vendre du merchandising. Alors, quand on dit merchandising, il faut qu'on se mette un peu d'accord, peut-être, parce qu'on parle de vinyle, on parle de textile, donc voilà. Il y a une dimension, en fait, je pense, importante, c'est de redonner de la valeur au physique. En fait, pendant longtemps, le CD, ça ne se vendait plus, les gens... soit téléchargeaient, soit écoutaient en streaming, etc. Mais quelque part, il y avait un manque, en fait, je pense, pour les fans de s'accrocher à des objets, de partager un truc d'une communauté forte, etc. Et c'est là où le D2C, le développement du merchandising, les vinyles, tout ce qui est produit collector, etc., a pu retrouver une place. Et c'était ça qui était intéressant, je pense, pour tous les labels à développer. Après, au niveau des artistes, il y en a pour qui ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vendent encore beaucoup de CD, les gens vont les acheter en magasin, le schéma est encore très classique. Et en fait, on sait que ce n'est pas nécessairement des artistes sur lesquels on fera des bons scores en D2C. Mais ce n'est pas du tout réservé à une typologie d'artistes. En fait, je pense que le dénominateur commun de ces artistes-là, c'est des artistes qui ont des communautés vraiment très engagées et qui vont être à la recherche d'une façon de montrer leur amour, quoi, un petit peu. Mais ça peut être aussi bien des artistes urbains, ça peut être des artistes pop, ça peut être des artistes de variété, des audiences adultes, des audiences jeunes. Enfin, il y a vraiment plusieurs possibilités, quoi. Ouais, Alexandre, j'allais te passer la parole. Ouais, moi justement, c'est un petit peu différent parce que, alors, Yoyaku, on travaille que en musique électronique. Donc, le vinyle, c'est pas vu comme du merchandising, c'est vraiment quelque chose, un support qui est la pièce maîtresse du travail des labels et des artistes. En musique électronique, c'est un peu un graal d'avoir un vinyle, puisque après il va être joué par des DJ. Donc c'est vraiment, enfin, je le considère pas comme du merchandising. Par contre, on a des supports annexes, donc par exemple des t-shirts, des casquettes ou des slip mats. Et là, c'est sûr qu'on va viser des labels qui ont déjà une communauté assez importante pour pouvoir les écouler. Donc oui, c'est économique, bien sûr, parce que le stock qu'on produit, il faut le vendre. Donc voilà, donc c'est économique. Et pareil pour le vinyle, en vrai, puisqu'il faut aussi écouler son stock pour être au moins break-even. Donc break-even, c'est rembourser les coûts de production. Donc oui,
quoi qu'il arrive, il faut au moins une base, une communauté qui vous suive si vous voulez faire du merch. Du coup, tu as un peu répondu à ma prochaine question. Et Juliette aussi, on a un peu parlé, c'est que le streaming, on voit prendre de plus en plus d'importance tous les ans dans la consommation de la musique. Mais on voit ces dernières années que justement le physique revient un petit peu, que ça réaugmente un peu les parts de marché. Et du coup, je voulais savoir si le merchandising en lui-même avait un réel impact sur ces ventes de physique, ou est-ce que les deux sont totalement décorrélés? Vas-y. Alors pour moi, le merchandising a un réel impact sur les ventes de physique. Ça a permis à des artistes qui ont une communauté très engagée d'être vus au grand public, notamment avec les scores qu'ils réalisent en première semaine. Là, j'ai l'exemple qui vient en tête de l'artiste Luther, qui est un jeune artiste de rap, qui a réalisé 10 000 ventes, quasiment 10 000 ventes en première semaine, avec 6 000 de physique, ce qui est genre juste énorme pour un artiste qui, en soi, n'est pas très connu. Et l'objectif des labels, des artistes, c'est justement d'étendre la possibilité du merchandising, de proposer quelque chose de créatif pour justement booster les ventes physiques. En tout cas, c'est une optique, ça un peu. Et on le voit, ça le sert super bien pour certaines typologies d'artistes. Voilà, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais, je pense qu'en fait, ça contribue à l'augmentation du physique dans la mesure où, au lieu de distribuer le physique seulement à la Fnac, chez Amazon, et je parle d'un truc qui date un petit peu, mais il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont cette démarche de faire le store officiel, d'optimiser leur vente d'albums pour la première semaine, pour l'entrée au top, etc. C'est vraiment un moyen de mobiliser leur communauté. Et de ce point de vue-là, je pense que en ça a contribué effectivement à un peu le retour, en tout cas de l'attrait pour le physique, quoi. Et puis aussi des labels qui proposent des super beaux projets, des artistes qui se décarcassent pour faire des trucs qui ont vraiment de l'intérêt, qui sont assez exclusifs et tout. Et en fait, je parle pas vraiment de l'électro, parce que c'est vrai que là, c'est jamais parti, en fait, quelque part. Je te repasse peut-être la parole, mais au niveau des vinyles... Justement, nous, c'est un peu l'inverse, c'est marrant de le voir, c'est qu'on va se baser sur les ventes de vinyle pour ensuite savoir si on fait du merch. Donc c'est dans l'autre sens, c'est pas est-ce que le merch fait du stream ou des ventes, c'est plutôt l'inverse. On va se baser sur le nombre de vinyles qu'on va vendre pour se dire, ah là, il y a du potentiel pour faire du merch, ou pour faire des casquettes ou quoi. Après, alors je parlais de consécration pour le vinyle, mais c'est vrai qu'avoir son merch, c'est aussi une forme de consécration. Donc voilà. Je ne sais pas si ça a trop répondu à la question d'un point de vue vinyle ou pas. Juliette, là c'est plutôt pour toi, parce qu'on va parler un peu de la stratégie digitale. C'était pour voir un peu comment le merchandising était intégré aux stratégies digitales. Est-ce qu'il y avait des possibilités de travailler avec les plateformes, par exemple? On a vu que sur Spotify, il y avait des liens directs vers certains distributeurs de merchandising, où il y avait aussi des places de concert, mais du coup, c'est quelque chose à part. Et du coup, est-ce que c'est un vrai outil de communication, ce genre de liens qui peuvent être faits? En fait, je pense que c'est un outil de communication dans la mesure où ça va être, comme on disait tout à l'heure, la possibilité de créer un temps fort, en fait, et de mobiliser quelque part la communauté. Et ça permet aussi, le fait d'avoir ce truc, d'avoir des store artistes, d'organiser des précommandes, c'est-à-dire que tu commandes ton album en avance. Alors nous, on est très calés sur le temps fort de la sortie d'album, hein, c'est quand même un peu la constante. Et le merchandising, alors quand je dis merchandising, c'est plutôt les produits dérivés. Ça a vraiment un timing un peu différent, même si on va proposer des produits de merchandising pour accompagner cette sortie d'album.
Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça permet de créer des moments de prise de parole pour les artistes. Mon album sort dans un mois, vous pouvez le commander dès maintenant sur mon store. J'ai reçu les vinyles, regardez comme ils sont beaux, nanana. Aujourd'hui, j'en signe 250 et ils seront attribués dans les premières commandes, etc. En fait, on s'est rendu compte que même sur des artistes sur lesquels on sait qu'on ne va pas vendre énormément sur le store, ça nous permet quand même de cadencer, on va dire, une communication en amont de la sortie de l'album. Donc en ça, ouais, c'est vraiment clé. Et puis on a des artistes sur lesquels on sait que justement le côté communauté est très fort. Il y a par exemple un logo qui est assez puissant. Les gens se voient dans la rue avec le t-shirt et en fait ils se reconnaissent. Alors il n'y a pas énormément d'artistes pour qui ça marche, mais il y en a quand même beaucoup. Et en ça aussi, ça crée vraiment un engagement très fort, un sentiment de communauté. Et ça peut vraiment jouer dans le développement de l'image de l'artiste. Aymeric, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet ou... Non, absolument pas. non, mais c'était très bien expliqué. Okay. C'est que la notion d'image et d'identification est hyper importante. Et les temps forts de communication. Et cette notion de temps fort de communication sur la précommande est hyper importante. Et c'est vrai que c'est devenu un enjeu crucial pour les artistes, peu importe que ce soit sur des artistes en dev ou des artistes déjà en place. Voilà. Quelque chose à ajouter, Alexandre, ou pas du tout? Alors, pas tellement sur le digital, j'avoue. Après, nous, ce qu'on a mis en place, alors c'est encore une fois un peu l'inverse, c'est qu'on se base sur les ventes de vinyle pour offrir le produit en digital. C'est-à-dire que un client qui achète le vinyle peut avoir accès aux fichiers digitaux. Voilà, c'est une façon qu'on a trouvée pour ouvrir un peu les deux marchés. Après, sur le streaming, on n'est pas présent ou très peu. C'est vraiment pas du tout une partie qu'on veut acquérir pour le moment, puisqu'on se concentre sur la partie physique. Oui, c'est une réelle démarche du label, quoi. Le fait de se concentrer sur le physique, et ça va aussi avec le public et la manière de consommer cette musique. Oui, exactement, c'est historique. On la joue en vinyle. On fait des sets vinyles, c'est pour les soirées vinyles. Ok. Là, c'est une question qui est plutôt de l'ordre administratif, on va dire. Sur les gros labels, comment c'est contractualisé avec les artistes le fait de faire du merchandising? Est-ce que c'est au cas par cas? Est-ce que c'est des choses qui sont dans les contrats dès le départ? Comment c'est un peu discuter avec les artistes le fait de faire du merchandising ou de ne pas en faire, par exemple? Aymeric ou Juliette, du coup? Je peux commencer. Je peux commencer. Alors, comme le dit aussi, le merchandising, c'est devenu un réel enjeu. Bien sûr, c'est contractualisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat d'un artiste lié à son label ou à sa maison de disques n'est pas nécessairement le même que le contrat qu'il a en merch. Ça veut dire qu'on peut avoir un contrat de coprod et avoir un contrat d'artiste sur le merch. Et donc oui, lors de la signature, c'est quelque chose qui se négocie. Et donc on a des contrats d'artistes, des contrats de licence, des contrats de distribution, où les taux ne seront pas les mêmes, les clauses ne seront pas les mêmes, les enjeux ne seront pas les mêmes. Après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'un artiste peut décider de ne pas être accompagné sur le merch avec son label ou sa maison de disque et décider de le gérer de manière totalement autonome, extérieure. Et aussi la partie tournée. C'est quelque chose qui se négocie à la signature. Ok, je souhaite que vous m'accompagniez en merchandising sur mon store, mais aussi sur ma partie tournée, ou alors seulement sur l'un des deux ou sur aucun. Donc oui, c'est contractualisé. Tu as très bien résumé le truc. Après, effectivement, parfois, ce qu'on a, c'est des contrats, des gestions non exclusives du merchandising. C'est-à-dire que parfois, souvent, les groupes en fait, aiment bien être autonomes, faire ce qu'ils ont envie, travailler avec qui ils ont envie de travailler, etc. Et on va se mettre d'accord sur une ligne, un drop, un temps fort de l'album, et à côté de ça, ils vont faire leur sauce pour la tournée ou pour d'autres... ou alors, ils vont faire les produits et nous, on va les distribuer. Enfin, voilà.
Il y a vraiment une multitude de cas et de possibilités. Il y a des artistes qui ont le sentiment que c'est quelque chose de super important pour eux, qui ont vraiment envie d'optimiser ça et de le gérer eux-mêmes. Il y en a d'autres pour qui c'est plutôt secondaire et qui vont être très contents que leur maison de disques prenne ça en main. Enfin, il y a vraiment tous les cas de figure imaginables. Et du coup, justement, sur le fait qu'il y en ait qui soient des artistes qui soient hyper engagés sur leur merchandising parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose d'important, la discussion se fait comment sur la direction à prendre? Est-ce que les artistes ont beaucoup de place pour donner leur avis? Est-ce que c'est quand c'est contractualisé avec vous? Comment c'est co-construit ce qu'on va faire, comment, à quel moment on va le sortir, comment ça va impacter l'image, etc. Je pense que tu connais bien. Je fais ça tous les jours. De plus en plus. Alors, en fait, c'est un travail, c'est win-win, quoi, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, bien sûr, l'artiste et son équipe nous soumet des idées, nous on soumet aussi des artistes, et on travaille ensemble. Comment je pourrais dire donc on travaille ensemble, on soumet des idées des deux côtés. C'était quoi déjà? Est-ce qu'ils ont un réel engagement au niveau Ouais, des choix? ouais. Comment c'est co-construit et comment ça joue sur leur direction artistique? Comment ça s'imbrique avec leur univers d'artiste? En tout cas, oui, l'artiste est hyper impliqué du début jusqu'à la fin. Comment ça se passe généralement? On sait qu'on a un album qui va arriver. Cet album, il a un concept, il a une DA. Donc on va réfléchir ensemble à créer une histoire, qu'est-ce qu'on a envie de raconter en merchandising et en produits dérivés, et aussi par rapport à son audience. Et donc là, c'est des temps forts des deux côtés. Et petit à petit, on a un fil conducteur qui se crée. Et on accompagne l'artiste et ce qu'on souhaite faire jusqu'à la sortie. Voilà. Réfléchir en même temps. Oui. Mais ça, comme on se disait, en fait, ça dépend énormément des artistes. Il y en a qui ont déjà exactement, ils sont dans leur entourage, un graphiste, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont déjà un logo, ils ont déjà un univers hyper fort, etc. Et donc à ce moment-là, ils ont des idées très claires et ils ont parfois très raison sur ce qu'ils veulent imposer. Donc après, effectivement, il faut avoir l'intelligence d'entendre ça. Il faut, je pense que nous, notre rôle, c'est peut-être un peu de guider ça dans une réalité économique. Tout le monde a envie de faire des hoodies qui ont des coûts de fab à 35 balles, mais c'est pas possible pour tout le monde parce que t'as pas l'audience, t'as pas la capacité de le faire, etc. Donc ça, c'est un peu notre rôle à nous, c'est de remettre ça dans la réalité du marché, quoi. Et puis il y a des artistes qui sont hyper contents qu'on leur fasse des propositions parce qu'ils n'ont pas du tout d'idées, d'envie, etc. Et comme disait Aymeric, l'idée c'est vraiment de s'intégrer dans un projet, d'essayer de trouver des idées qui sont en phase avec l'album, un graphisme qui est en phase aussi, etc. Et en fait le truc c'est que plus l'artiste va être content de ce qu'on va lui proposer, de ce qui va sortir, plus il va le défendre et plus ça va fonctionner en fait. Et c'est là où il faut vraiment pas se louper. Et du coup, Alexandre, j'aimerais bien t'entendre aussi, vu que c'est un peu, enfin, le merchandising est moins développé dans l'électro. Comment ça s'imbrique, etc. aussi. Alors, nous déjà, il y a une discussion de base sur le vinyle. Donc, pour savoir le nombre de quantités qu'on produit, aussi les spécificités. Donc, parce que si un label veut mettre une pochette, ça coûte plus cher. Donc, est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce qu'il va vendre assez? Tout ça, ça influe sur le prix de distribution. Donc, il ne faut pas que le prix de distribution soit trop haut, autrement les vinyles ne se vendent pas. Pour ce qui est du merchandising, donc des produits annexes, c'est souvent nous qui faisons la proposition. Quand on sent qu'il y a une attente ou qu'il peut y avoir une demande, on propose aux labels et aux artistes de faire du merchandising.
Donc on les aide souvent sur la DA et sur tout l'aspect graphique, parce qu'on a des gens qui travaillent pour ça. Donc on peut leur faire des propositions, mais c'est vraiment un accompagnement un petit plus, on va dire, dans la vie du label. Le merchandising, du coup, on a dit que ça s'inscrivait beaucoup dans la temporalité de la sortie des albums, que ça a une importance sur la communication. Est-ce que ça s'ajoute à la communication classique, offline, online, les passages en radio Est-ce que le merchandising apporte quelque chose en plus? Est-ce que ça a pour objectif parfois de diminuer la communication plus classique? Comment ça se joue entre les deux? Je pense qu'on a commencé à répondre un petit peu tout à l'heure. En fait, pour moi, ça ne va pas avoir pour objectif de diminuer la communication classique. Ça va plutôt avoir pour moi un pouvoir amplificateur d'engagement. C'est marrant parce qu'en venant, j'ai réentendu un morceau de Fauve. C'est un groupe qui date un peu, mais c'est vraiment un cas d'école sur le merchandising. C'est exceptionnel. Leur logo était incroyable de force, et les gens qui portaient les t-shirts se reconnaissaient. Et il y a ce sentiment cette connivence en fait. Et je pense sincèrement qu'en plus on ne connaissait pas leur visage, etc. Et ça a créé vraiment, je pense, la force du groupe et la force de leur communication. Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Je cite un groupe qui date d'il y a 10 ans, donc c'est bien que ça n'arrive pas tous les 4 matins. Mais même s'il y a plein d'autres exemples plus récents, là, c'était vraiment un cas extrême pour moi. Mais je pense que c'est pas tant que ça va remplacer une communication plus classique. Je pense que ça va vraiment jouer sur ce côté d'engagement, peut-être de bouche à oreille, quand les opérations sont créatives, quand les produits sont vraiment beaux, que tout le monde a envie de les acheter, etc. Là, ça crée quelque chose en plus, on va dire, pour l'image et la communication de l'artiste. Ouais, je pense que ça ajoute à la communication, justement, et ça renforce le sentiment de communauté. Un exemple tout bête, les stickers sur les portables en cours, c'est reconnaissable. Les tote bags aussi dans les festivals ou dans la rue, c'est reconnaissable. Donc c'est peut-être même un ajout de communication, et c'est pas du tout quelque chose qui doit être enlevé ou qui doit prendre la place d'une communication à côté. Ouais, du coup, c'est une autre forme de communication aussi, parce que du coup, c'est visible et ça peut questionner les gens qui n'écoutent pas forcément. Parce que je pense que les stickers qu'on met sur nos téléphones ou sur nos PC, ça peut amener la curiosité de certains, peut-être. Et du coup, agrandir la fanbase ou juste les écoutes. L'audience. Ouais, l'audience. Merci. On a parlé du fait que tous les styles ne se prêtent pas forcément à faire du merch, notamment l'électro du coup. Mais est-ce qu'il y a des styles musicaux où c'est vraiment où le merch a vraiment, c'est un peu quelque chose d'incontournable de faire du merch, et d'autres styles que l'électro du coup qui sont moins à même de vendre? Juste un petit point sur l'électro, c'est pas qu'il n'y a pas de merch, puisque du coup on fait quasiment que des vinyles, donc peut-être qu'il y a plus de merch sur des petits groupes que dans certains autres styles musicaux, justement. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais donner. Je pense que les artistes urbains, par exemple, ces derniers temps, ils mettent. Je pense qu'il y a
une fierté, un engagement sur le merchandising qui est vraiment très fort. Moi, j'ai un autre exemple en tête, c'est un artiste dont on s'occupe chez Vagram qui s'appelle Nuit Incolore, qui est un artiste de pop, mais en fait, il a un univers un peu émo, un peu manga, etc. Et en fait, il a ces communautés très engagées sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte très vite qu'on vendait beaucoup de produits de merchandising et qu'à chaque fois qu'on en faisait, ça marchait très très bien. Notamment en concert, il vend énormément. Parce que je pense qu'il y a ce truc très... voilà, en tout cas, ça marche bien, quoi. On arrive à proposer des produits qui marchent très bien auprès de son audience. Voilà, c'est les deux que j'ai en tête un peu. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non mais si, complètement. C'est vrai que le rap et tout ce qui est milieu urbain, c'est ce qui cartonne le plus en D2C parce que c'est lié à la culture. Les SAP, les marques, depuis le début, il y a un lien qui est hyper profond. Aussi, les audiences sont plus jeunes et donc c'est un peu plus logique pour un jeune de 20 ans d'aller acheter son CD sur le store de l'artiste plutôt que d'aller à la FNAC. Donc voilà, c'est des nouvelles habitudes, des tendances de consommation qu'on observe. Après, dans la pop et dans la variété française, je trouve que le public est de plus en plus éduqué aux produits merchandising. En ce moment, je travaille sur Pomme et je le vois, ça cartonne parce que elle a pris le temps de développer une gamme de produits, une DA, une histoire, de travailler des temps forts de communication pour mettre en avant ses produits et sur ses réseaux, et ça fonctionne super bien, les gens sont hyper contents. Et dans la pop, de manière générale, on le remarque. Après, c'est vrai qu'il y a des enjeux pour des artistes qui sont plus mainstream, de convertir ce public de magasin en ligne. Et ça, c'est un enjeu hyper important, donc c'est un peu plus compliqué, le step, il est là. Mais même je le vois sur d'autres catégories d'artistes, peut-être, je sais pas, dans le jazz ou dans le blues, c'est vrai qu'on est hyper, et même dans le rock, on est hyper attaché à l'aspect physique, l'autre jour, mais en fait, il y a un tas de possibilités. On peut proposer des vinyles, je sais pas, ça peut être des vinyles avec des covers alternatives, avec des titres bonus, des éditions limitées, exclusives, et les collectionneurs s'y prennent de plus en plus au jeu, et ça permet aussi d'éduquer, on va dire, ses audiences. Et voilà, donc ça touche de plus en plus d'esthétiques musicales différentes, mais c'est vrai que peut-être que le rap et la pop sont les plus dominants. Après, historiquement, c'est le métal qui est complètement fou en fait sur le merchandising. C'est vraiment, c'est spectaculaire, quoi. Donc voilà, le métal et le rock, c'est assez dingue au niveau des chiffres de ces groupes-là. On n'en a pas parlé, mais la K-pop, K-pop c'est le top, c'est le numéro 1. Oui, c'est clair. Et ça cartonne tout. C'est vrai que la K-pop, on l'a vu ces dernières années, que ça s'est hyper répandu. Enfin, dans les concerts. Il y a tellement de produits, en fait. Il faut aller voir le store de BTS, c'est vertigineux. On s'est posé la question des NFT aussi. Est-ce que, au début, quand c'est apparu, il y a eu un engouement autour de ça? Est-ce que ça a été des projets de jouer là-dessus, de créer des choses avec, ou vous avez senti venir que ça allait pas durer très longtemps? Henrik, je vais pas te poser la question peut-être parce que... Enfin, en tout cas, pour le premier. Oui, bien sûr, il y a eu un engouement de malade parce que c'était complètement un peu déraisonnable au niveau des perspectives de vente, etc. Moi, je me rappelle avoir fait des projets, des budgets complètement délirants sur des projets qui n'ont jamais abouti, mais c'est peut-être une bonne chose finalement. Parce que franchement, c'était loin de donner seulement des bonnes idées. En fait, il y a plein de choses qui restent intéressantes, je pense, au niveau des NFT. Il y en a un qui a super bien géré le coup, c'était PLK. Mais en fait, c'est parce que le fond de l'histoire, c'était pas tant d'acheter des NFT, c'était ce truc d'écrire l'album en direct avec certaines personnes de sa communauté qui avaient acquis le droit, en gros, d'arriver dans cette espèce de private room où l'album était écrit.
Donc c'est passé par des NFT, mais en fait, je pense qu'il faut... C'est peut-être pas mal de changer de vocabulaire et de se dire que c'est plus un contrat pour redonner de la valeur à un produit digital qui du coup n'est plus infiniment reproductible, mais unique. Et en fait, à chaque fois, ça c'est intéressant parce que les fans, c'est ce qu'ils vont vraiment rechercher, c'est cette proximité avec l'artiste, cette exclusivité, cette notion d'appartenir à une communauté. Et du coup, en ça, les NFT, ça peut servir ces projets-là. Mais clairement, on a pensé à plein de trucs vraiment débiles et sans grand intérêt. Voilà, il faut garder, je pense, en tête le côté certificat digital exclusif, unique. Et à ce moment-là, il y a plein de belles idées qui restent encore à développer maintenant que ça s'est un peu calmé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Très peu. Il y a eu une petite période aussi en musique électronique où on pouvait acheter des NFT, où ça faisait une petite bulle spéculative. Ça n'a pas duré très longtemps. Je crois qu'il y a encore une plateforme où on peut en acheter, mais en tout cas, nous, on a totalement lâché l'affaire. Ouais, ça n'a pas eu... après les NFT, je pense que dans tous les milieux, ça n'a pas duré très longtemps au final. L'engouement, en tout cas. Pour finir, ma dernière question, elle va être pour vous trois. Comment vous voyez l'avenir du merchandising ? Comment vous pensez que ça va évoluer ? Est-ce que ça va se calmer un petit peu sur les idées extrêmes, un peu folles, qui ont pu avoir lieu ? Est-ce qu'on va aller justement vers des choses de plus en plus diverses ou non ? Je pense que ça va pas du tout se calmer. Je pense que, on le voit encore, hein, les ventes de CD, de base, etc. À mon avis, ça va continuer. Enfin, en tout cas, via la distribution traditionnelle, ça va continuer à baisser. Mais je pense que cette matière, en gros, qu'on travaille entre un artiste, son univers, tout ce qu'il a à proposer et son cœur de cible, ses fans les plus engagés. C'est vraiment ça, en fait, le fond du merchandising, que ça prenne la forme d'albums, de vinyles, collector, de coffrets, etc., ou alors de t-shirts, casquettes. Moi, je pense qu'au contraire, ça va encore se développer. Les gens vont sur Spotify, écoutent de la musique, etc., mais ils peuvent vraiment avoir envie de rechercher cet engagement en plus. Et à mon avis, les idées sont infinies. Il y a tellement d'univers artistiques, il y a tellement de possibilités qu'au contraire, je pense que ça va se développer à fond et que plus les technologies, les moyens, les façons de vendre vont se diversifier et plus on pourra justement inventer encore plus. Ouais, moi je pense pas non plus que ça va s'arrêter tout de suite. Après, on reste dans un monde où les gens achètent. C'est de plus en plus facile de consommer, donc je ne vois pas pourquoi ce serait pas facile de consommer les biens de ses artistes préférés. On voit de plus en plus de shops, des petits shops, des disquaires indépendants qui ouvrent. Je pense qu'il y a de plus en plus de magasins locaux aussi, et donc les gens font de plus en plus ce qu'ils aiment, et la musique en fait partie. La vente de vinyle aussi, des disquaires à concept, café et tout. Aux quatre coins du globe, donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait tout de suite. Je suis entièrement d'accord, ça va pas s'arrêter. En fait, les univers, les possibilités sont vraiment infinies. Les audiences, elles sont de plus en plus demandeuses. Aujourd'hui, on intègre le D2C et le merchandising dans la stratégie globale de l'album, et c'est vrai que nous, on est encore très régi par la distribution physique dans les majors, mais en fait, l'objectif, c'est vraiment de créer une synergie avec cette distribution. Et puis, c'est devenu aussi un véritable aspect financier pour les artistes. C'est une source de rémunération supplémentaire qui crée énormément de valeur. Par exemple, chez les artistes indépendants ou labels indépendants, c'est hyper important. Donc, c'est des sources, et pas que pour les artistes indépendants, mais c'est une source financière essentielle qui va continuer à se développer. Je pense que les canaux aussi
sur lesquels on va pouvoir acheter du merch pour se développer. Tu parlais des plateformes de streaming, mais on sait qu'il y a plein d'autres startups qui cherchent à développer d'autres services. La billetterie, c'est un réel enjeu pour le D2C plus tard. Et puis voilà, il faut oublier que le D2C, c'est la réduction des intermédiaires. Et donc plus d'autonomie, plus de choix. Et donc on s'inscrit dans cette, dans cette direction. Et il y a encore plein de choses à faire dans toutes les esthétiques musicales. Voilà. Merci. Donc moi, j'ai plus de questions et je vais laisser la parole au public. Si certains ont des questions à poser à nos intervenants, vas-y. Oui, comme ça. Le développement du merch, goodies, t-shirts, etc. Comment ça se passe par exemple, dans une démarche écologique, est-ce que c'est pas un peu antithétique avec ce qui se passe aujourd'hui? Et surtout, comment on gère, je pense qu'il y a des surplus de production parfois, comment vous gérez, vous faites en sorte que... comment vous visez le bon nombre ou le... Voilà, je ne sais pas si vous avez ce genre de questions dans vous. On peut se compléter, on peut commencer. Premièrement, il y a le système de la précommande qui nous permet justement de produire en fonction de ce qui a été acheté et donc d'éviter les surstocks. Ça, c'est hyper important pour nous. Deuxièmement, je sais que la seconde main, c'est de plus en plus important. Il y a des artistes qui sont de plus en plus sensibles et qui ont envie de faire des t-shirts, des hoodies, des crewnecks, bref, vraiment avec le vintage et la seconde main. Donc c'est un enjeu supplémentaire. Donc voilà, système de précommande, la seconde main, et c'est tout ce que je vois, comme ça. Je sais pas si tu veux ajouter autre chose. Mais j'ai pas grand chose à dire en plus. C'est vrai que l'avantage justement du D2C, c'est de pouvoir fabriquer assez juste en fait. Donc ça, c'est vraiment le gros point, je pense, qui peut solutionner au contraire tous les problèmes de surstock, etc. Et après, il y a des façons de produire qui sont un peu plus éthiques. En tout cas, il y a plein d'artistes dont c'est une des exigences, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment, ils ont envie de faire du merch, mais pas à tout prix. Et donc, ça oblige aussi, ça nous oblige à trouver des partenaires, des prestataires qui ont justement ce souci un peu d'éthique. Mais en tout cas, tu as raison, c'est complètement une préoccupation de ce développement aussi. Je rebondis. Est-ce que vous avez des partenaires privilégiés, par exemple chez Vagrant? Est-ce que c'est la même chose que chez Universal? Est-ce qu'il y a un monde un peu du merch au niveau de la production? Oui, complètement. En fait, il y a des prestataires un peu phares sur la production de merchandising. C'est un univers assez compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs. C'est clairement pas très propre parce que ça a été beaucoup fait de façon massive. Mais il y a des gens qui essaient justement de travailler de façon beaucoup plus éthique. Il faut savoir que jusqu'à présent, quand on fait du merchandising, en gros, on achetait des t-shirts en masse, on les personnalisait et on les vendait comme ça. Et que ce soit au niveau de la production même des textiles, maintenant il y a des solutions pour que ce soit beaucoup plus éthique. Et après, au niveau du marquage, etc., même des emballages, on peut vraiment remonter toute la chaîne et essayer à chaque niveau de travailler avec des gens qui sont un peu plus respectueux. Mais ça a aussi un coût, donc c'est vrai que il y a toujours cette réalité économique, mais j'ai l'impression que ça bouge quand même beaucoup, qu'on essaye de s'éloigner des t-shirts qui sont vraiment mal produits et qu'on essaye d'aller vers un peu plus de qualité, vers des produits qui sont un peu plus chers, mais qui sont produits de façon plus saine, quoi. Du coup, c'est à peu près la même question, mais pour Alexandre, est-ce que dans justement la production des vinyles et les pressages, les usines avec qui vous travaillez, est-ce que ces questions-là, vous les posez? Ou est-ce que c'est encore... il n'y a pas assez de partenaires pour pouvoir vraiment changer son comportement Alors, il y a des partenaires. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un point de vue économique. C'est plus cher, malheureusement. Le vinyle, ça pollue. Après, je sais qu'il y a des usines qui proposent des solutions pour presser à partir d'algues, par exemple. En Bretagne, tu as une usine qui fait ça, mais pareil, c'est encore au balbutiement.
Tu as une usine en Allemagne qui va proposer des polymères un peu plus éco-responsables, mais ça reste des polymères, donc c'est quand même polluant. Après, les vinyles, c'est polluant, il faut le savoir. Donc le but, c'est de ne pas faire de surproduction. Pareil, on fait des précommandes pour être le plus proche possible. Et on essaye de viser le sold out, la quantité toute vendue. Moi, vous avez dit qu'il y avait une augmentation de la demande pour le merch, mais comment est-ce que c'est arrivé jusqu'aux industries? Comment est-ce que vous avez déterminé qu'il y avait une augmentation de la demande réelle et que c'était une demande des consommateurs, qui venait des consommateurs? Moi, je ne sais pas vraiment si on peut dire qu'il y a une augmentation de la demande. Par contre, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai plutôt le sentiment que ça a été un développement de l'offre. Non, mais parce que si on regarde dans les années 70, les Rolling Stones vendaient des t-shirts par camion, quoi. Donc, je pense pas qu'il y ait une augmentation de l'offre. Parce que je pense que peut-être c'est rentré plutôt dans la stratégie de lancement de certains artistes et de certains albums. Pour moi, c'est plutôt ça l'idée. C'est pas tant que... C'est qu'on a trouvé des solutions pour répondre en gros à ce besoin d'engagement et qui est peut-être lié aussi, comme on se disait, à l'augmentation, à la transformation de la consommation de la musique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment on va dire une consommation déportée qui a quitté les CD et qui va vers des t-shirts, des casquettes, etc. La preuve, c'est qu'en général, quand on lance un album et qu'on fait une précommande, si on met du merchandising en même temps que les produits albums, c'est-à-dire que des vinyles ou des CD, il y a plein de gens qui vont acheter du merchandising, parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est montrer leur attachement à l'artiste. C'est pas tant le support phono qui n'est pas toujours écouté. Enfin, on le sait bien, en gros, on le met dans sa chambre, quoi. Donc, c'est plutôt, je pense, cette volonté et cette capacité à répondre à un souhait d'engagement, j'ai l'impression, des fans vis-à-vis des artistes. D'ailleurs, on voit sur les réseaux, souvent les gens, ils ont l'impression que l'artiste, il tient sa boutique lui-même. Alors, parfois, c'est vrai, mais il l'interpelle, genre, j'ai pas reçu ma commande, etc. En fait, c'est vraiment un lien, je pense, d'engagement de l'artiste et de ses fans. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est un marché qui augmente, mais je pense qu'en fait, l'offre, c'est plutôt l'offre, pour moi, qui se diversifie et qui s'étend, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, et qui devient de plus en plus qualitative aussi. Ouais. C'est devenu de plus en plus récurrent et normal. Et c'est vrai que ce lien entre l'engagement, c'est vrai que l'engagement des fans pour leur artiste, ça passe essentiellement par l'achat de merchandising. C'est vraiment une consommation de soutien, en fait. Et puis après, je pense qu'il y a aussi eu des grosses opérations de marketing ces 4-5 dernières années qui ont aussi influencé le débat public et le grand public. Je pense notamment à Orelsan. Lorsqu'il a sorti l'ensemble de ses covers, ça a été un réel impact pour l'ensemble des artistes et des labels qui se sont dit, en fait, on peut faire ça, c'est possible, et les gens ont adoré. Bah, faisons-le aussi, ou trouvons d'autres manières de le faire. Et voilà, il y a aussi des opérations de marketing qui ont impacté, je pense, la consommation aujourd'hui. Et on le voit dans la proportion de l'achat entre l'audio et le merch qui s'agrandit de plus en plus. Moi, comme ça, je pense au fait qu'il y a peut-être des artistes qui sont justement mal à l'aise avec cette idée de vendre des choses à leurs fans, tout simplement parce qu'on a l'impression de juste vendre quelque chose à un fan. Peut-être qu'un artiste veut simplement faire écouter sa musique et pas du tout à l'aise avec ça. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de justement faire face à ce cas et du coup de bosser autrement avec ce genre d'artistes qui ne sont pas au départ d'accord ou pas? En fait, moi, je pense que le truc qui est très important, je pense, c'est d'essayer de faire une offre qui est vraiment bien, en fait. Soit, pour moi, le scénario mais qui peut avoir un intérêt, mais l'offre la plus simple, ça va être un CD ou un vinyle dédicacé. Une dédicace, c'est cool pour un fan si on lui vend au même prix
qu'à la FNAC. Je pense que ça peut avoir de la valeur et de l'attrait pour lui. Et après, que ce soit dans le merchandising ou si on fait des éditions collector, des trucs comme ça, en fait, il faut que l'offre soit bien. Je pense qu'il faut vraiment la réfléchir dans le respect des fans et de ne pas avoir justement des offres un peu... voilà, qui sont vraiment un peu des arnaques, enfin en tout cas qui vont chercher seulement à augmenter les ventes. Et dans cette mesure-là, je pense que ça peut toujours être intéressant, c'est-à-dire que voilà, faut faire des offres qu'on peut défendre, que l'artiste peut défendre, etc. Et après, effectivement, parfois les artistes sont pas à l'aise, et dans ce cas-là, ben, on va pas. Moi, je fais pas des stores, par exemple, artistes sur tous les artistes avec lesquels je travaille, loin de là. Parce que ça vaut pas toujours le coup, parce que ça n'apporte parfois rien du tout au niveau du lancement, parce que je sais que l'artiste, justement, comme tu dis, est mal à l'aise et que du coup, il va pas défendre et que du coup, bah, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, voilà. Donc, en fait, nous, on se met vraiment, je pense, voilà, au service du projet, de l'artiste et de voir comment on peut en faire quelque chose qui a un intérêt pour les fans, pour l'artiste, pour le positionnement, pour l'histoire qu'on va venir essayer de raconter. Voilà. Est-ce que vous, à titre personnel et en travaillant dans ce milieu-là, ça vous arrive d'acheter du merch, par exemple? Ouais. Depuis que je bosse dans le merch, j'ai plus de merch. Non, mais c'est vrai que, principalement en concert, c'est là où j'en achète le plus. Je sais pas, enfin, on va à un concert d'un artiste qu'on apprécie, on se prend une claque, on ressort, on voit le stand de merch, il y a une sorte d'euphorie. Et surtout quand le design... C'est vrai que c'est hyper important de mettre le bon design devant le bon public. Et quand on s'y retrouve, bah, moi personnellement, je vais faire la queue, mais c'est pas grave, ça me rappelle un souvenir, un moment particulier, parce que c'est ça en fait, c'est l'expérience avec le fan. Donc ouais, pour mon cas, c'est principalement en concert. Moi, très peu. J'ai accès à des vinyles, donc je prends des vinyles. Autrement, je récupère les affiches de concerts, les flyers ou des choses comme ça. Mais je suis pas un grand consommateur en règle générale. Oui, moi aussi j'achète des produits, en tout cas ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, mais voilà, comme disait Émeric, je pense que c'est vraiment lié à un moment, à un engagement, à un artiste qu'on aime spécialement, à une connivence avec des amis, enfin voilà, c'est toujours, voilà, c'est lié à une histoire un peu, mais oui, carrément. Et du coup, j'ai remarqué que, Alexandre, tu parlais pas beaucoup du vinyle comme du merch. Et justement, je trouvais ça intéressant parce que ce qui était dit avant, c'est que c'était vu que les gens en achetaient plus pour l'engagement de l'artiste que pour l'écouter. Et je voulais savoir pourquoi tu parlais pas de merch. Alors je pense que ça dépend beaucoup du secteur musical dans lequel tu es. Moi, c'est pas du merch parce que c'est mon travail au quotidien. C'est vraiment le projet et le produit principal des labels, c'est l'aboutissement vraiment de leur musique. C'est d'avoir le vinyle. Donc pour moi, c'est pas du merch. C'est vraiment le produit phare du label et de la sortie. C'est vraiment juste pour ça. Je pense que c'est différent en fonction du secteur et du produit entre guillemets que tu vends. Et moi, je vends un produit qui est le vinyle. Parce que du coup, c'est associé aux scènes électro, c'est ça? C'est ça, exactement. Les labels avec qui je bosse, donc, qui font de la musique électronique, sortent principalement des EP, donc 4 sons, 2 tracks par face. Et nos clients principaux sont des DJ, donc ils achètent ces EP pour les jouer ensuite en soirée. Donc c'est pour ça que moi, c'est vraiment le produit phare du label et de la sortie d'un artiste. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que il s'était dit qu'il n'y avait pas beaucoup de merch dans l'électro, est-ce que c'est parce que justement ils investissent plus, enfin pas parce que c'est du merch, mais parce que c'est plus un support de création, les vinyles, est-ce que c'est parce qu'ils investissent plus dans le vinyle qu'ils pourraient dans le merch, enfin, est-ce que c'est juste une question de somme d'argent qui est reversée? Ouais, carrément. En plus, nous on bosse avec des labels indépendants, donc qui ont peu de moyens souvent. Une production de vinyle, c'est entre 900 et 1500 euros pour 300 ou 500 pièces. C'est quand même une somme.
où tu n'as pas tout de suite un retour sur investissement. Donc les petits labels, les assos qui créent leur label ou leur musique n'ont pas forcément cet argent-là pour le mettre ensuite dans des casquettes ou dans des t-shirts qui sont même pas sûrs de vendre, ou alors il faut une fanbase qui est assez solide. Du coup, pour rebondir sur ça, un petit artiste émergent qui débute sa carrière et qui fait le choix de faire du vinyle et du physique, c'est vraiment, de votre expérience, c'est vraiment un choix artistique plus que économique, parce que est-ce qu'il y a plus de risques à se diriger vers juste une production physique au début de sa carrière plutôt que de se concentrer sur le digital ou sur autre chose? Alors il y a plusieurs façons, plusieurs approches pour sortir une track, des tracks. Tu peux commencer en digital et te faire connaître en digital, donc tu as peu de coûts. Et ensuite, voir comment ta communauté réagit. Si tu arrives à vendre en digital, peut-être que là tu peux mettre un peu de merch pour voir comment ça prend. Ensuite, si ça prend en plus en merch, tu dis ah vas-y, je vais faire des vinyles. Ou autrement, tu as l'autre façon de penser où c'est directement tu vas faire du vinyle. Tu vas te faire distribuer par des gens comme nous qui ont un réseau de distribution. Et si ta musique est bonne, si elle est acceptée dans le milieu, entre guillemets, alors elle touche public et tu fais des ventes et donc tu rembourses ta prod et tu peux penser à investir sur un deuxième. Donc soit tu construis ta base de communauté, soit tu as un distributeur qui t'aide sur la sortie. Moi j'avais une question aussi pour toi Alexandre du coup, par rapport à ce que tu as dit. Vous bossez, vos clients sont majoritairement des DJ, etc. Est-ce que ça a un impact aussi sur le fait de vendre du merch, parce que ça va pas être de la vente autant grand public que pour d'autres artistes? Ouais, je pense que les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes pour les DJ. Pourquoi, je sais pas, faudrait faire une étude, je sais pas du tout. Après, on ne vend pas non plus zéro merch, on vend des slipmats. Quasiment tous les DJ ont des slipmats. Mais ça reste une petite partie de ce qu'on propose. Tu peux avoir un attachement aussi au label quand tu as un slipmat parce que justement tu as le logo, donc voilà, ça crée une sorte de communauté. Ou quand tu fais des streams, tu vois le slipmat, donc voilà. Mais c'est compliqué de répondre pourquoi les DJ n'achètent pas de merch, ou en tout cas pas chez nous, je sais pas. Mais c'est aussi parce que vous visez pas forcément les mêmes publics peut-être sur. Alors on a aussi des clients, on va dire classiques, qui ne sont pas des DJ, mais on remarque qu'ils sont plus intéressés par le vinyle que par le merch. Déjà qu'un vinyle commence à coûter assez cher. Nous, il faut compter autour de 15 € pour justement 4 tracks, c'est quand même un petit budget. Donc si tu sors avec 5 scuds, tu en as pour, je sais pas, 75 €. Tu vas peut-être pas acheter un t-shirt à 20 ou 30 € après. Genre, tu vas te concentrer sur la musique. Du coup, moi j'ai une question sur les packs que vous faites, les bundles, je crois qu'on dit comme ça. Okay. L'intérêt économique pour le fan, c'est qu'il paye moins cher, mais de votre côté, c'est plus d'aller voir la quantité, ou ça se passe comment la réflexion sur ça? Ouais, c'est ça, il y a un intérêt économique pour le fan. Après, nous, on s'y retrouve, il y a l'histoire de nos marges, mais on s'y retrouve absolument dans cette histoire de bundle. Tu as aussi, comme tu disais, pour maximiser aussi nos ventes. Et puis, c'est une expérience qui est sympa pour le fan. Tu chopes ton CD, en même temps, tu peux choper ton t-shirt, ton hoodie ou autre chose. Voilà. Win-win. C'était tout à l'heure, mais du coup, j'ai oublié. J'ai une question financière, une double question. Prendre la décision d'investir en merchandising sur un artiste, est-ce qu'il y a un investissement minimum ou est-ce qu'on peut y aller tout petit pour voir, et donc en gros, est-ce qu'il y a un risque financier? Et à l'opposé, un artiste qui fonctionne très bien en merch, ça représente quoi à peu près en pourcentage des revenus d'un label sur cet artiste par exemple? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de vérité, mais un ordre de grandeur. En fait, je pense qu'en merchandising, il n'y a pas vraiment de minimum. C'est-à-dire qu'on a des artistes qui sont
tout petit, vraiment en développement. Mais à partir du moment où on a, comme disait Emery tout à l'heure, le côté précommande, donc on va voir ce qu'on engrange comme commande, et au bout de 24-48 heures, on sait à peu près à quoi on va atterrir. Donc déjà, on élimine le côté risque de stock. Et en fait, surtout, je reviens encore là-dessus, mais c'est vraiment la clé du truc, c'est est-ce que cet artiste a de l'engagement ? Donc on peut regarder son engagement sur Instagram, par exemple, ça peut être un bon indicateur, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'on a ce pool de gens qui va, même si c'est 100 t-shirts, à ce moment-là, on fait un PNL avec des coûts de fabrication où on regarde combien ça nous coûte de fabriquer 100 t-shirts, et puis on fait en sorte que ça rentre. Et 100 t-shirts, c'est vrai que c'est pas très risqué. Donc en fait, je pense qu'on peut vraiment démarrer sur des artistes qui sont vraiment petits, qui sont vraiment en développement. Pour peu qu'ils fassent quelques dates, il va écouler le stock restant. Donc vraiment, je pense qu'on peut démarrer assez rapidement sur des artistes en développement. Donc à ce niveau-là, c'est pas vraiment un souci. Et les gros artistes qui vendent beaucoup de merch, c'est difficile vraiment à donner. Ça dépend tellement en fait de la typologie des artistes. Nous, par exemple, on s'occupe de M, mais en fait chaque cas est tellement particulier. M, c'est un artiste qui a fait, je sais pas combien de temps de tournée, mais c'était délirant, quoi. Il a fait un an ou 2 ans de tournée. Lui, il vend énormément de merchandising. Donc, ouais, j'imagine qu'au bout du compte, et typiquement, c'est un artiste qui vend encore des produits physiques, que ce soit dans les réseaux traditionnels ou sur son store, mais plus tant que ça, parce que voilà, c'est la façon dont les gens aujourd'hui consomment la musique, entre guillemets. Mais par contre, il vend toujours énormément en merchandising, surtout quand on est sur des tournées très longues comme ça. Si on regarde ce qu'il vend en concert et ce qu'il va vendre sur la boutique en parallèle, c'est vraiment une part importante, je pense. En plus, lui, il a toujours le soin de faire des produits physiques qui sont très soignés, des beaux coffrets, des beaux vinyles, etc. Donc voilà, il y a vraiment un soin là-dessus qui est hyper important. Mais c'est vraiment aussi voilà, qui il est et comment il interagit avec sa fanbase, quoi. Je pense que, enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a peu d'artistes sur lesquels le merchandising est vraiment massif, en tout cas au niveau des revenus, quoi. Je sais pas si tu veux compléter. Non, mais c'est vrai qu'avec le système de précommande, en fait, on réduit nos risques énormément et on a plusieurs éléments qu'on prend en compte, comme le taux d'engagement sur les réseaux, le taux de remplissage s'il y a une tournée, l'historique des ventes et le statut de l'artiste. Voilà, est-ce que c'est vraiment du dev, est-ce qu'il y a une maturation, est-ce qu'il est déjà établi? Et en fonction de tout ça, on décide de quantité, mais c'est vrai qu'on l'adapte hyper rapidement avec le système de précommande et après c'est du cas par artiste. Et donc j'ai pas de chiffres à donner là-dessus pour le coup. Moi, c'est juste, est-ce que vous avez des exemples de merch assez originales, on va dire, parce que j'ai en tête les choses assez basiques, les vêtements, ça peut être aussi par exemple du parfum, j'imagine, ou peut-être autre chose, faire des coffrets comme vous avez expliqué, des CD un peu plus fun, des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses assez inventives que certaines boîtes ont pu faire Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de place à de l'innovation justement, ou est-ce qu'on tourne un peu sur les mêmes choses? C'est vrai qu'en France, en ce moment, de manière générale, je trouve qu'on a un peu de mal. En fait, on est un peu toujours autour des mêmes thématiques, donc on essaye d'être plus créatif. En tout cas, on sent que les artistes ont envie d'être beaucoup plus créatifs dans le merchandising. Par exemple, je parlais de Pomme tout à l'heure. Là, elle a développé une gamme hyper vintage. On peut retrouver par exemple un kit d'assiettes, de décoration hyper stylisé, des tatouages éphémères. On peut retrouver un t-shirt délavé vintage. Ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Je sais que Booba, chez nous, il avait fait des bustes en édition limitée, très bonne qualité, et ça avait fonctionné. Je sais qu'il y avait aussi des figurines qu'on peut retrouver sur Ziad, par exemple. Après, il y a des opérations marketing qui viennent mettre en avant du merchandising. Je repense par exemple à PLK,
avec son système de proposer des packs sur son store D2C. C'était un système d'enchères, si je ne dis pas de bêtises, et qui permettait de donner un rôle, de donner un rôle à ses fans dans la construction de son album. On pouvait devenir chef de projet marketing, chef de projet marketing, ça c'est génial. Donc c'est aussi des évolutions en termes de merch qu'on peut retrouver. Voilà, c'est quelques exemples que j'ai en tête. C'est vrai, je suis d'accord aussi, c'est vrai qu'on est assez traditionnel. Après, il y a aussi, parfois on est aussi contraint par tu vois, des principes de réalité, de coûts de fabrication, où on n'a pas envie de proposer des produits qui sont hyper chers et qui seraient mal perçus par les fans aussi. Donc parfois on préfère ne pas les faire du tout. C'est peut-être dommage, mais voilà, parfois il faut savoir s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a eu de très original non, j'ai pas beaucoup d'idées. Après, moi je trouve, au niveau des produits phono, je trouve qu'on peut faire des vraiment jolies choses en édition limitée, des collectors, etc. Sans aller nécessairement vers des produits dérivés. Moi, j'avais justement en tête un truc qu'on avait fait il y a très très longtemps, c'est sur TFN, où en fait il y avait le nom de tous les précommandeurs dans son livret de CD, d'album, où il les remerciait, etc. Donc c'était un truc, voilà, c'est une idée assez simple, mais c'est vraiment un truc vraiment tourné vers les fans, quoi. J'ai pas de... Ouais. Après, je sais que par exemple Nino, il avait proposé un hoodie dans lequel on retrouvait une puce. Et c'était un hoodie en édition limitée sur son store. Et quand tu achetais le hoodie, en fait, tu avais le droit de venir à un concert exclusif. Je ne sais plus c'était où dans Paris. Donc ça a fait parler, par exemple. Mais là, ce qui va être hyper intéressant, c'est de le lier en fait à un événement physique. Par exemple, je sais qu'il y a des artistes qui vont proposer des concerts uniques, une date ou deux dates, et proposer un merch unique en fonction de cette date-là. Et je trouve ça hyper intéressant. Et après, ça peut être aussi via un store artiste, on peut proposer des expériences visuelles totalement designées qui peuvent être, comment je pourrais dire, qui plongent vraiment l'auditeur dans un univers particulier. C'est interactif, on peut cliquer sur un bouton et ça nous amène dans une sorte de, je sais pas, de fiche produit ou autre. Ça peut jouer aussi là-dessus, dans une expérience immersive. Moi j'ai l'exemple de Zamdan qui là a sorti un album avec apparemment un autre CD caché dedans qui n'a pas leaké, etc. Est-ce que ça c'est du merchandising ou c'est de la distribution, du marketing? Je suis un peu perdue du coup. Alors en fait, ça pour le coup, c'est pas du D2C parce que le produit il est aussi présent en retail, dans le commerce. C'est une opération marketing avec ce fameux double fond qui permettait d'accéder au deuxième coffret. Donc, ouais, c'est pas du tout-ci, c'est du merch, ouais, c'est du merch. C'est de l'audio, pour moi, c'est du merch. Et voilà. Pour moi, c'est pas du merch, mais... non, mais c'est un produit, en fait, mais c'est un album. Donc, comme disait Emeric, il était à la FNAC, il était partout, donc... Mais par contre, c'est tellement futé, quoi. Quelle bonne idée. C'est vraiment génial. Parce que du coup, tout le monde en a parlé. Puis en plus, il y a ce truc de connivence, le secret. C'est vraiment hyper bien. Mais ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça ne va pas être forcément des produits spécialement zinzin, mais des très bonnes idées comme ça sur un album. Finalement, c'est juste le produit, enfin le CD en lui-même, l'album, qui a une touche en plus, quoi. Ça va bien. Attends. Oui, est-ce que c'est pas aussi les artistes qui viennent avec les idées un peu innovantes et qui autoproduisent leur merch vraiment spécial? Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez des cas comme ça où les artistes gèrent de leur côté aussi une partie de leur merch qui est vraiment qui sort du lot et qui est difficile à vendre quand on est un peu plus traditionnel? Je sais pas comment expliquer ça, mais...
Tu veux dire les artistes qui arrivent avec des idées qu'on a du mal à mettre en œuvre? Ou même qui ne les proposent pas parce qu'elles peuvent les faire elles-mêmes et qui enfin, je sais pas comment dire ça, mais je sais qu'il y a des artistes qui font leur merch eux-mêmes Oui. et qui font des trucs suffisamment enfin, où ils n'ont pas forcément besoin d'aide pour le faire, mais c'est quand même assez innovant et peut-être que ça peut être inspirant pour les personnes qui produisent du merch de se réapproprier ensuite le truc. Je sais pas comment expliquer. Si, tu as complètement raison, c'est ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ont vraiment un univers, une vision, des super idées, etc. Et il y a des artistes autoproduits qui mettent en œuvre eux-mêmes leur stratégie, qui fabriquent leur merch, qui gèrent leur merch tout seuls, etc. Donc, ouais, ça c'est complètement vrai. Du coup, je ne sais pas. Est-ce que après ça vous arrive de vous réapproprier, enfin de vous réapproprier l'idée, je sais pas comment dire, mais de leur voler leurs idées, tu veux dire? Après, il y a un truc qu'il faut garder en tête quand même. Hein, tu vois, c'est comme l'exemple de Zamdan que tu citais. Le prochain qui va faire ça, ça n'a aucun intérêt en fait. Donc, non mais c'est vrai, c'est comme Orelsan, qui à part lui peut décliner son album, une pochette, un titre, enfin franchement... Et en fait, il y a aussi une recherche, et c'est important pour les artistes de faire un truc pour la première fois, d'avoir une idée exclusive, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même ça, ils ont quand même ça à cœur, vraiment. Après, je pense qu'il y a des idées fortes qui peuvent perdurer. C'est-à-dire que, tu vois, ça peut être tellement bien que ça peut devenir un modèle. Je pense que c'est possible. Mais... ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une dernière. C'est quoi le merch qui vous a le plus étonné ou qui a le plus retenu votre attention, pas forcément dans vos entreprises, mais de manière générale? Est-ce qu'il y a une campagne de merch, une idée qui vous a vraiment, enfin qui a eu un réel où vous vous êtes dit ça c'est osé ou ça c'était vraiment la bonne idée? Moi, je vais tricher un peu, parce que ce sera dans notre entreprise, du coup. On a bien raison. on a fait un vinyle pour Laurent Garnier, donc un papa de la techno. Un vinyle rouge où on a découpé le macaron au laser et on a collé un macaron qu'on avait découpé à côté à la main. Ça nous a pris quasiment 2 semaines et j'ai trouvé ça genre incroyable. Ça me restera parce que ça m'a pris du temps, mais le produit est incroyable aussi. Je te laisse. On a évoqué Orelsan, mais c'est vrai que c'était vraiment un peu événementiel ce truc qu'il a fait. En plus, voilà, on était aux premières loges et le store a explosé, donc c'était vraiment à la fois traumatisant et super. Donc effectivement, c'était très marquant, mais le PLK, je pense que c'est vraiment une OP hors norme. Enfin, cette idée de co-construire, d'avoir des gens qui ont des rôles. Enfin voilà, c'était vraiment une OP hyper aboutie. Et en plus, vraiment super pour les fans aussi, encore une fois. Enfin, moi, j'insiste là-dessus, mais je pense que c'est vraiment un peu la clé. Et après, il y a... Je sais pas, par exemple, je pense au merchandising, au textile de Hamza sur son album. Moi, je l'ai vraiment vu porté par plein de gens, donc je pense que c'était vraiment assez marquant.
Et le mieux, c'est quand il y a des gens qui viennent et qui disent « Ouais, non, mais j'aime même pas le groupe, mais je trouve que le truc est tellement cool que je l'ai acheté. » Ça aussi, c'est toujours une preuve de réussite. Je me souviens de la capsule de merch entre PNL et Off-White. Il y a longtemps, c'était sur Deux Frères ou Dans la Légende. Et ça m'avait marqué. Ils avaient fait un pop-up store. Et c'était le seul moment où tu pouvais choper ta veste. Je crois qu'il y avait une bague et du t-shirt. Et j'adorais cette expérience. Rien à voir, je sais pas pourquoi je pensais à ça. Big Flo et Oli qui propose sur leur dernier album de en fait, faire choisir la cover de leur album à leurs fans. Il y a plusieurs propositions et en fonction des choix en précommande, on définit la version def. Et ce sera celle-ci. Et j'aimais beaucoup ça. Et dans la même lignée qu'Orelsan, je sais que Lorenzo il a proposé 100 éditions sur son dernier projet, avec plein de covers hyper alternatives, dont une édition spéciale pour les gens qui n'ont pas de moyens, où il vendait, je crois, à 3 € son album, et tu avais une pochette blanche et tout, plus un tas de produits dérivés, des coffrets, des feuilles, plein de trucs. Voilà, dans l'univers de Lorenzo. Voilà. Voilà, et ça avait cartonné. Okay. Plus de questions. On s'arrête là du coup. Et puis merci à tous d'avoir écouté, d'avoir participé. Et le buffet est là pour continuer les discussions. Si vous avez envie de discuter plus personnellement. Et régalez-vous, quoi. Merci.